Invité du grand entretien ce matin, Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État en charge de la cohésion sociale et de la solidarité, ancienne députée du Val-de-Marne. À mes côtés, Yves Deray. Marie-Anne Montchamp, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de l'actualité de la semaine, mais d'abord, ce sondage qui ressemble à un séisme. Marine Le Pen serait en tête au premier tour des présidentielles de 2012. La présidente du Front National est créditée de 23% d'intention de vote selon ce sondage Harris Interactive qui paraît ce matin dans Le Parisien. Elle distance de 2 points Nicolas Sarkozy et Martine Aubry, tous deux crédités de 21%. Comment vous réagissez à ce sondage ? Ah bien, pour moi, c'est un véritable coup de semonce. Un coup de semonce, alors j'entends bien qu'on peut se poser la question de la manière dont le sondage a été fait. C'est vrai que dans le panel, on peut avoir le sentiment qu'il n'est pas tout à fait équilibré, qu'il n'y a pas Dominique Strauss-Kahn. Mais en tout état de cause, c'est un véritable coup de semonce qui doit, je crois, nous réveiller et qui appelle à la responsabilité politique. On a beaucoup fait ces derniers temps dans l'anti-sarkozysme primaire, dans la sarcophobie. C'est irresponsable. D'abord, c'est injuste. C'est un procédé trop facile qui tient lieu de discours politique quand on n'en a pas. Et moi, je pense que là, maintenant, si on n'a pas compris de quoi il s'agissait, de ce qui fait peur aux Français, de la réalité de la stratégie de Marine Le Pen, eh bien, on n'aura rien compris à l'élection de 2012. Derrière Marine Le Pen, il y a son père, avec un socle Front National qui est celui qu'on connaît, et puis Marine Le Pen qui a une stratégie de contournement, une stratégie expansionniste sur le plan électoral et qui se joue des peurs des Français. Et chaque fois qu'on se joue des peurs, on sait ce que ça donne. C'est-à-dire que ce sont les extrêmes qui en sortent survalorisés, surpondérés. Je ne dis pas que ce sera la réalité en 2012, mais je dis que si nous ne nous réveillons pas, et si l'ensemble de la classe politique arrête de jouer les freelances, on a peut-être une chance de revenir à des niveaux de perception plus raisonnables. Ce que je veux dire, c'est que chacun y va de sa fausse bonne idée. J'entends tel ou tel qui prétend faire un score lors d'un premier tour de l'élection présidentielle qui servirait de primaire. Là, vous nous tendez une perche là, parce qu'effectivement, il y en a un qui fait dans ce sondage un score important, c'est Dominique de Villepin, dont vous avez été très proche, je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui, on y reviendra, mais il fait 7%. On peut penser qu'il peut être, au fond, le chevènement de Nicolas Sarkozy en 2002. Moi, je pense qu'à ce jeu-là, des martingales politiques, on court précisément le risque d'avoir un scénario pour l'élection présidentielle qui est celui que nous redoutons, où effectivement, on se trouve confronté avec une présence des extrêmes survalorisée. Et moi, j'en appelle solennellement au rassemblement, j'en appelle solennellement à la responsabilité républicaine dans la famille politique qui est la mienne, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait des choix. Donc vous demandez à Dominique de Villepin clairement de ne pas être candidat ? Absolument, de ne pas être candidat et d'apporter à la famille politique qui est la nôtre, la sienne comme la mienne, eh bien tout simplement les talents qui sont les siens. Hors de cette famille-là, ces idées ne pourront pas prospérer, elles n'auront qu'une conséquence, c'est favoriser effectivement des scores anormaux, je dis bien anormaux, de la candidate Marine Le Pen. Vous dites que c'est un coup de semonce, mais il faut prendre au sérieux ce sondage, parce que certains disent remettre en cause les conditions dans lesquelles ce sondage a été fait, le fait que tel ou tel n'y apparaisse pas, n'ait pas été testé. Shlomo Malka, les premières réactions que j'ai entendues de la gauche sont irresponsables. C'est le déni, y compris sur ce sondage, et c'est de nouveau la sarcophobie la plus élémentaire. C'est fini ça, ça suffit, c'est irresponsable. Ça ne remplace pas un discours politique. Allons vers du projet, allons vers des idées. De quoi les Français ont-ils peur ? Ils ont peur de l'insécurité. Ils ont peur de la mondialisation. Ils ont peur du déclassement. Ils nous le disent. Traitons ces sujets. Et arrêtons, par des procédés de base politique politicienne, de renvoyer sur je ne sais quelle posture, je ne sais quelle image qu'on se ferait du chef de l'État, ce qui est d'une injustice profonde. La simple analyse politique. À jouer ce jeu-là,
Nous n'en appelons pas à la lucidité de nos compatriotes et nous ne traitons pas les préoccupations qui sont les leurs. Marianne Monchamp, vous pointez la gauche irresponsable dans cette affaire, mais enfin, celui qui lance aujourd'hui un débat sur l'islam, qui semble-t-il profite, fait monter la peur des musulmans chez les Français et qui profite à Marine Le Pen, c'est Nicolas Sarkozy, c'est l'UMP, c'est pas la gauche. Mais Yves Doré, c'est une manière de voir les choses. Moi, je crois que c'est précisément le contraire. D'abord parce que ce débat, c'est pas un débat sur l'islam, c'est un débat sur la laïcité, et que nous n'avons jamais eu autant besoin de réaffirmer le pacte républicain qui est fait d'une république laïque, d'une république protectrice, dans laquelle le fait religieux est un fait qui relève de la liberté individuelle sous la protection de la république laïque. Qui, en tout cas, prend le risque éventuellement de transgresser les règles de la laïcité. Qui est pointé dans ce débat? C'est quand même les musulmans, parce que jusqu'alors, on n'avait pas eu besoin de lancer un grand débat sur la laïcité. Je vais vous dire mon sentiment. Je pense que les extrêmes se nourrissent du silence, de la place qu'on laisse à une espèce de non-dit qui interroge tous les Français et dans lequel, naturellement, on n'entend plus soit que l'intégrisme, soit que le discours de Marine Le Pen, discours extrême. Je pense que c'est un tort. Je pense que nous avons su régler d'autres questions par le passé. En particulier, depuis fort longtemps, la question de l'Église catholique, par exemple, a été réglée par la République en lui donnant effectivement sa juste place, c'est-à-dire celle d'une religion. Point barre. Je pense que à cet égard, nous avons un comportement absolument exemplaire de la communauté juive qui, par son expression républicaine constante, depuis toujours, confirme la juste place des uns et des autres. Il n'y a aucune raison que nous ne soyons pas capables d'aborder ce qui est effectivement une des religions monothéistes dans notre pays et qui doit avoir sa place et les moyens d'exercer son culte dans les conditions d'équilibre et de respect de la plus stricte laïcité, comme une constante, comme un point de repère. C'est un phare pour nos équilibres. Dès lors que nous choisissons le silence, les faux semblants, comme c'est trop souvent le cas pour des postures politiciennes, alors qui entend-on ? On entend Marine Le Pen qui taille sa petite part de marché, comme ça, avec l'air de ne pas y toucher, alors que derrière elle, c'est la voix de son père qui s'exprime et qui parle à un socle que nous ne voulons pas et qui n'a pas sa place dans notre République. Mais est-ce que vous ne regrettez pas quand même que vous, ministre social, à un moment où le social est quand même important, il soit réduit au profit d'un débat sur la place de l'islam en France et sur la laïcité? Est-ce que c'était le moment? Shlomo Malka, il faut tout faire. Il y a la place, il y a le temps, il y a l'énergie pour aborder toutes les questions qui inquiètent les Français. Je le disais tout à l'heure, la peur du déclassement est également une des préoccupations de nos compatriotes. Elle concerne leur pays et elle concerne leur situation particulière. Je suis très frappée de ces sondages qui montrent que même chez des catégories assez aisées de nos compatriotes, la peur du déclassement est présente. C'est un des combats de ma vie. La question sociale. Je pense qu'il ne peut y avoir d'équilibre dans notre pacte républicain que dès lors que la République s'assure que les plus fragiles ou ceux qui se perçoivent comme fragilisés trouvent une réponse équilibrée. Et moi, j'appelle de mes vœux un véritable débat sur la question sociale. Je pense qu'il y a une pensée sociale de droite. Elle est différente de la thèse de gauche. Il faut l'exprimer et c'est ce à quoi je m'emploie. On va y venir, mais on va peut-être encore un tout petit peu s'attarder sur ce sondage parce qu'il n'arrive pas tout à fait non plus par hasard. Cette semaine, Marine Le Pen, face au flot d'immigrants qui arrivent par la mer, notamment du Maghreb et du Machrek, et qui visiblement font peur aux Français, a proposé qu'on les renvoie en haute mer. Cette déclaration a scandalisé de nombreux politiques et en même temps il semblerait qu'elle ait plutôt débouché sur un résultat favorable dans un sondage qu'on commente aujourd'hui pour Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette affaire et qu'est-ce que vous proposez justement comme regard social, comme traitement humanitaire et social de droite, néanmoins, de cette question sensible? Alors, concernant les propos de Marine Le Pen, je pense que s'il y avait un exemple à trouver pour montrer que son père est encore là et est encore aux commandes, on pourrait prendre celui-là.
c'est un des meilleurs, c'est un des plus évidents. J'observe en parallèle que dans le cadre du remaniement, le président de la République a fait le choix de Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, dont les premiers gestes publics ont été de se rendre en Italie pour voir, pour envisager avec nos voisins italiens les modalités effectivement d'une contention de ces phénomènes migratoires. La République ne peut pas accepter les migrations improvisées, les migrations sauvages qui se traduisent par des drames humains, parce qu'on croit échapper à un péril dans son pays d'origine et on arrive dans une situation d'une extrême précarité et au bout du compte d'une extrême injustice sur une terre d'accueil qui très vite conduit tout le monde à déchanter. Ça n'est pas une bonne pratique. C'est la raison par laquelle je pense que c'est à la fois une question du ministre de l'Intérieur, mais aussi une question pour Alain Juppé, qui, dans le cadre de ses nouvelles fonctions au ministre des Affaires étrangères, doit, dans les négociations avec les pays du pourtour de la Méditerranée qui vivent ces mouvements révolutionnaires, effectivement, envisager la question sociale. Elle doit être greffée, cette question, comme doivent être toutes les questions de cette zone géographique, à l'intérieur des négociations. Et la voix de la France doit porter en Europe sur ces questions pour être entendue en construisant en même temps qu'on avance et en même temps qu'on accompagne ces peuples. Les équilibres dont nous aurons besoin dès demain pour toute la zone et pour tout le pourtour de la Méditerranée. Marianne Monchamp, le gouvernement a changé, le ministre des Affaires étrangères a changé, le ministre de l'Intérieur a changé, mais on ne voit pas... Est-ce qu'il y a des changements dans la position sur ces immigrés qui arrivent en Libye, de Libye et de Tunisie, et dont on sait que la destination finale, c'est la France? Est-ce que ça n'est pas clair, en tout cas? La position du gouvernement est claire. On ne peut pas accepter de phénomènes migratoires improvisés et qui résulteraient simplement des mouvements révolutionnaires. Il faut que ces pays, rapidement, arrivent à un niveau d'équilibre et de maturité suffisant pour faire face à leurs demandes sociales. En ce sens, on peut sans doute les y aider, notamment par l'ensemble des relations d'aide avec l'Union européenne qui sont en train de se concrétiser. Je rappelle que le 11 mars prochain, un conseil extraordinaire va avoir lieu qui permettra d'aborder ces questions. Mais en première intention, il faut que la parole du gouvernement soit ferme. Nous ne pouvons accueillir ces migrants pour une raison simple. C'est que c'est une migration qui est une migration subie pour eux, qui en sont les victimes, et subie pour les pays d'accueil qui ne sont pas en mesure de leur apporter les bonnes réponses et surtout les réponses durables. Il faut en revanche travailler ensemble à ce que ces questions soient prises en compte dans les pays d'origine et par l'Union européenne. Juste une petite question, est-ce que ça n'a pas été finalement une erreur, quand on voit la situation actuelle, de en finir avec le ministère de l'immigration ? Moi, je crois que l'équilibre auquel nous sommes arrivés, qui inclut cette question dans le ministère de l'Intérieur, est un équilibre satisfaisant. Et puis, vous savez ce que je pense. Le ministère de l'Immigration coordonnait une action entre justement les deux ministères que vous avez cités, Affaires étrangères et Intérieur, puisque c'est des questions qui touchent ces deux périmètres. Oui, Yves de Rey, mais quand on connaît le fonctionnement de l'État, on sait très bien que les deux ministères structurants sont d'une part le ministère des Affaires étrangères et d'autre part le ministère de l'Intérieur. Donc en 2007, et c'est par la force. Nicolas Sarkozy a eu tort de créer ce ministère, au fond, hein, en tout état de cause, on a pu constater que les résultats n'avaient pas forcément été du niveau de ceux qu'on aurait souhaité. Et c'est tout le talent du chef de l'État de prendre en compte les réalités du moment et de se doter d'un gouvernement de combat, parce que la période, en effet, est extraordinairement complexe. C'est une période qui peut susciter bien des enthousiasmes. C'est une période aussi qui mérite qu'on s'intéresse aux risques qui sont inhérents à cette situation. Alors, vous-même, Marianne Monchamp, vous êtes passée de Dominique de Villepin à Nicolas Sarkozy. Vous étiez porte-parole de République solidaire, le mouvement de Dominique de Villepin. Vous êtes toujours membre du mouvement, bien que Dominique de Villepin ait quitté l'UMP ? Moi, si vous voulez, je n'ai pas eu ce geste. Vous n'êtes plus porte-parole. Non, je ne suis plus porte-parole. C'est tout à fait incompatible avec ma position de membre du gouvernement. En revanche, je n'ai pas eu ce geste de dépit ou de colère qui aurait consisté au motif que je changeais d'option et que je prenais mes responsabilités en entrant au gouvernement. Mais j'y reviendrai, si vous voulez bien, de jeter ma carte ou de la déchirer. Ça n'est pas ma manière de voir. Les idées d'une République solidaire, je les porte. C'est mon combat.
c'est celui de mon engagement politique. Je suis dans le ministère qui pouvait convenir le mieux, je pense, à mes convictions politiques. Celui des solidarités et de la cohésion sociale. Pour Dominique de Villepin, c'est l'opposition à Nicolas Sarkozy qui justifie l'idée d'une République solidaire, et pour vous, c'est la solidarité avec le gouvernement. C'est sans doute là. C'est très antagoniste. C'est sans doute là que nos chemins se sont séparés. Pour moi, l'engagement politique, il est fait du socle des convictions. Les solidarités, la cohésion sociale, l'engagement social pour son pays. Certainement pas le combat contre un homme ou l'idée qu'on pourrait s'en faire. De la haine ou de l'antagonisme, rien de bon. Les idées ne peuvent pas prospérer, les idées démocratiques ne peuvent pas prospérer sur cette base. Et quand j'ai vu que manifestement, on ne pouvait pas aller vers ce rassemblement que j'appelle de mes voeux, qui est la seule solution pour notre famille politique, pour l'UMP, pour la droite républicaine, la seule solution, c'est de se rassembler. Le sondage que nous venons de commenter le montre encore. J'ai pris mes responsabilités. Nous n'étions pas hors de la famille UMP, nous en étions issus. Nous en étions un élément structurant, le gaullisme social, qui me caractérise comme il caractérise Dominique de Villepin. Aujourd'hui, vous me parlez d'un sondage favorable à 7%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire quand on voit Marine Le Pen à 23% ? Je pense que là, il est temps de se réveiller. Moi, j'en appelle à la responsabilité de chacun. Le seul mot qui vaille, c'est encore une fois le rassemblement pour le combat républicain et démocratique. Est-ce qu'il y a eu vraiment une proposition visant à faire entrer Dominique de Villepin au gouvernement à la place de Michel Alliot-Marie ? Je n'étais pas dans cet entretien. Je ne sais pas ce que se sont dit les deux hommes. Ce que je sais, c'est qu'ils se sont écoutés. Et ce que je sais, c'est que le président de la République, notamment avec l'idée de la convocation de ce conseil extraordinaire qui aura lieu le 11 mars, n'a pas été insensible aux éléments et aux analyses que Dominique de Villepin a pu lui apporter. C'est ça le dialogue responsable et républicain. À partir de là, je considère que la piste du rassemblement est possible, elle est crédible, et comme par ailleurs je ne vois pas d'autres issues raisonnables et réalistes, je continue à l'appeler de mes voeux. Encore une fois, un sondage avec une Marine Le Pen, quel que soit le sondage, à 23% au premier tour, appelle à confirmer la thèse du rassemblement. Vous pensez qu'entre ces deux hommes, la réconciliation est encore possible ? Mais si vous voulez, Nicolas Sarkozy et Dominique de Villepin, malgré le procès qui va reprendre bientôt. Dans un monde aussi évolutif, où nous avons tous des questions essentielles à traiter, que signifie la querelle interpersonnelle ? Alors je veux bien qu'elle existe. Si on ne sait pas la résoudre, on la subira. Mais elle n'a aucun sens. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que quand le président de la République parle de Dominique de Villepin, ce n'est pas en termes de querelle, ce n'est pas en termes de, de chicaya, c'est tout au contraire sur une vision constructive qu'ils se fondent, et c'est celle que je partage, parce qu'encore une fois, il n'y en a pas d'autre. Mais enfin, il y a quand même un procès en appel sur l'affaire Clearstream. Il y a un film qui vient de sortir sur les écrans intitulé Le bal des menteurs, qui est assez ravageur d'une manière générale. Vous l'avez vu, ce film ? Je ne l'ai pas vu, non, je ne l'ai pas vu. J'en ai entendu un petit peu parler. Je pense qu'en effet, il est assez, comme vous dites, ravageur. Une des conséquences de ce sondage risque, vous l'imaginez bien, de réanimer, de faire vivre en tout cas le débat sur doit-il y avoir une alternative à Nicolas Sarkozy à droite ? Est-ce qu'il doit y avoir un autre candidat ? Parce que si Nicolas Sarkozy se trouve dans les sondages éliminés dès le premier tour, vous savez bien que ce débat risque de s'ouvrir. Pour vous, qui serait l'alternative ? François Fillon, Dominique de Villepin ? Ça n'a aucun sens. Pour moi, le président de la République, du fait de sa sensibilité, du fait de son parcours, du fait également qu'il est le président de la République, rassembleur de la nation, est celui qui peut le mieux comprendre les peurs et les inquiétudes de nos compatriotes. Même s'il a 80% de gens qui ne se satisfont plus de son action, même si dans les sondages il n'est plus au second tour de la présidentielle, il doit rester coûte que coûte le candidat. Mais vous savez, avec des si, Yves Deray... non, c'est les sondages actuels. Les sondages actuels, c'est que dans le dernier qu'on vient de citer, on a Marine Le Pen à 23 points et ensuite deux candidats au coude à coude. Oui. Mais deux candidats au coude à coude, on sait très bien qu'en France, le rapport de force entre la
gauche et la droite est toujours quelque part au coude à coude. La nouveauté, c'est ce prétendu score, ou en tout cas cette position Sarkozy, dans les sondages. Quoi qu'il arrive, candidat, mais pour une raison couleurs. simple, mais pour une raison très simple, c'est qu'il faut répondre aux questions d'aujourd'hui que les Français se posent. Quelles sont ces questions? Ils sont inquiets de la désindustrialisation. Il y a aujourd'hui en France 60% d'ouvriers et d'employés des classes moyennes pour lesquels les lendemains ne sont pas simples. Ils ont peur du déclassement, ils se posent des questions qui touchent à l'éducation, ils se touchent des questions qui touchent à la protection sociale. Quand le président de la République décide de lancer ce grand débat sur la dépendance, mais à qui parle-t-il? Sinon à toutes ces classes moyennes qui redoutent d'avoir un enfant à charge et un parent dépendant à la maison. Quand on augmente de 25% l'allocation adulte handicapé, mais à qui parle-t-on? Sinon à des Français qui ont peur demain de voir leurs différences les empêcher de participer pleinement à l'effort collectif et de trouver leur pleine citoyenneté dans la nation. Ce sont nos combats du quotidien. Alors effectivement, les sondages font peur, les sondages inquiètent, les sondages réveillent aussi, c'est parfois leur vertu. N'empêche que dans la capacité à faire les choses et à réformer notre pays, le président de la République est celui qui aujourd'hui est le seul à pouvoir poursuivre ce chemin indispensable à notre efficacité collective. Alors, vous êtes en charge de la famille, vous êtes en charge de la cohésion sociale et nous sommes à l'avant-veille de la journée de la femme. Est-ce que votre ministère est impliqué dans des actions précises dans ce domaine? Oui, bien sûr. D'abord parce que c'est une responsabilité que nous partageons avec Roselyne Bachelot, le droit des femmes. Nous sommes particulièrement impliqués dans les violences faites aux femmes qu'il faut absolument combattre. Nous sommes évidemment impliqués, je le suis très fortement, sur l'égalité salariale homme-femme, dont on oublie de dire à quel point elle crée des déséquilibres sur la longue période dans notre pays. Si aujourd'hui les femmes sont tellement touchées par la dépendance, c'est souvent parce que leur toute petite retraite, je rappelle que la retraite moyenne d'une femme, c'est 825 €, celle d'un homme 1426 € dans notre pays aujourd'hui. Une telle différence salariale fait que naturellement, dès qu'un problème survient pour une femme qui est à la retraite, ça devient une véritable catastrophe. Et alors là, le déclassement, il arrive très vite. Donc ça, c'est un point très important. Et puis moi, personnellement, je suis absolument convaincue que l'inclusion sociale des femmes, c'est le progrès de notre société. Dans les zones urbaines sensibles, quand les femmes sont incluses socialement, c'est-à-dire qu'elles participent à la vie de la cité, qu'elles sont des citoyennes, elles élèvent bien leurs enfants, elles font qu'il y a de la réussite scolaire, elles font qu'il y a de la prévention santé. C'est le seul chemin pour une société équilibrée. Je crois beaucoup, beaucoup pour l'action des femmes sur ce plan. Lorsqu'il avait formé son gouvernement, Nicolas Sarkozy, justement, avait voulu montrer l'exemple dans ce domaine. Il y avait une parité homme-femme. Aujourd'hui, on est plutôt dans un rapport de 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes. Sur environ 25 membres du gouvernement, je crois qu'il y en a 17. Il y a 17 hommes et 8 femmes. Est-ce que vous regrettez ce déséquilibre? C'est la qualité qui renverse le déséquilibre numérique. Non, toute plaisanterie mise à part. Vous savez, c'est un peu l'histoire de la situation politique de notre pays. Où les femmes qui arrivent, il y a énormément de femmes de talent, mais leur permettre de franchir toutes les étapes pour arriver jusque sur les combats électoraux qui permettent de se signaler, et en particulier au-delà des scrutins de liste, sur les scrutins uninominaux qui sont particulièrement difficiles pour elles, et bien sûr, on a au bout du compte un résultat qui est que nous avons moins de femmes susceptibles d'accéder aux plus hautes responsabilités. Donc c'est normal. Je ne dis pas, non, me faites pas dire que c'est normal, je le regrette, mais ne trouvons pas non plus dans la situation de ce gouvernement un déséquilibre. Encore une fois, les femmes qui sont là tiennent toute leur place. Mais enfin, je ne sais pas si vous allez vous retrouver pour un déjeuner entre si, femmes comme oui, l'année dernière, mais enfin, vous serez moins nombreuses autour de la table. Oui, mais comme nous allons toutes convier une invitée de talent qui viendra de la société civile et qui montrera l'implication des femmes, nous allons... ça sera la surprise du jour. Moi, je sais, la personne que j'emmènerai avec moi, eh bien, cette année, chacune d'entre nous va amener avec elle une femme. Alors, qui amenez-vous vous-même? Moi, écoutez, je garde la surprise pour le jour J, mais j'ai choisi une femme tout à fait remarquable qui a montré par son histoire, son parcours et sa force intérieure à quel point elle était capable de
de soulever les montagnes. Dernier petit point là-dessus, quand même, quand on regarde toujours ce gouvernement, on constate que c'est surtout les domaines régaliens, au fond, qu'on ne veut plus, qu'on ne pense pas utile aujourd'hui de confier aux femmes. Ministère de l'Intérieur, Affaires étrangères, Défense. Il n'y a guère que Christine Lagarde qui occupe un poste dans ce domaine-là. Yves Doré s'est oublié un peu vite l'action de Michèle Alliot-Marie, même si elle a quitté le gouvernement dans les conditions que l'on sait. Elle a exercé successivement 3 ministères régaliens et on se souvient encore à la Défense de l'efficacité qui était celle de la ministre on s'en souvient Michèle Alliot-Marie. Plus tant que ça, mais bon. Dernière question, Yves Doré. Problème de lutte contre la pauvreté, c'est un sujet qui, je crois, vous tient à cœur aussi. On sait que le RSA jeune, ça ne marche pas très bien, pas aussi bien en tout cas que c'était prévu. Je crois qu'il y a autour de 5000 personnes qui en profitent alors que les projections donnaient plutôt 15 000 personnes. Dominique de Villepin propose un revenu citoyen. Est-ce que c'est une bonne idée, un revenu citoyen minimum pour des gens qui ont une activité caritative, politique, militante, associative, autour de 800 € je crois? Si vous voulez, déjà, il y a une petite difficulté qui tient au financement de cette mesure, puisque dans les évaluations, on est aux alentours de 30 milliards d'euros. Ça n'est pas si simple, mais je ne veux pas, par des chiffres qui pourraient sembler un peu mesquins, balayer la mesure d'un revers de main. Non, c'est une idée intéressante, mais je crois fondamentalement qu'il ne faut pas marchandiser la solidarité. Le revenu de l'assistance est évidemment indispensable dans notre pays, et je rappelle encore une fois que pour le handicap, avec l'allocation adulte handicapé, on a eu vraiment une action extrêmement forte en le revalorisant de 25%. Je rappelle là aussi que le RSA, c'est un des résultats de ce gouvernement, un résultat tangible, même si en effet pour les jeunes, on a une difficulté d'accès et de modalité. Je pense en particulier que les pactes territoriaux d'insertion devraient être relancés pour permettre aux jeunes d'accéder. Mais la mesure que préconise Dominique de Villepin, c'est une mesure qui, je crois, avait été préconisée par les Verts. Elle est intéressante, il faut l'expertiser, mais elle ne résout pas la manière de nos compatriotes d'entrer dans la solidarité. Cette solidarité doit être non marchande et il faut se demander à quelles conditions on peut la stimuler. Autre sujet qui entre dans votre périmètre, Marianne Monchamp, puisque vous avez aussi la famille, je crois, dans votre portefeuille, le sujet qui va revenir forcément dans la campagne présidentielle, celui du mariage homosexuel. Hervé Morin, le président du Nouveau Centre, s'est prononcé en faveur de cette disposition. Quelle est votre position à vous, alors que vous êtes aujourd'hui proche aussi de Roselyne Bachelot, dont on se souvient qu'elle avait été l'un des chantres du Pax? Je vais vous faire une confidence. Il y a de cela 2 ans, c'était à la synagogue du Péreux. Nous avons eu la chance d'assister à une conférence de celui qui n'était pas encore le grand rabbin de France, Gilles Bernheim, sur le livre d'Esther. Je ne suis pas juive, mais ça tombe très bien. C'est pas grave, nul n'est parfait. C'est pour ça. La fête de Purim approche. C'est pour ça que je ne voudrais pas commettre d'erreur dans ce que j'ai compris de son message ce jour-là. Mais dans ce que j'ai compris de son message, j'ai entendu que la société ne doit pas s'organiser pour résoudre aux questions qu'elle se pose elle-même, mais dans un intérêt supérieur. Et pour ce qui concerne la famille, l'intérêt supérieur me paraît être celui de l'enfant. Et à partir de là, et à partir des questions de l'intérêt supérieur de nos organisations, je pense que nous pourrions décentrer, décadrer ces questions et trouver sur ces sujets des positions qui ne seraient pas des positions de convenance, qui permettraient de flatter tel ou tel électorat, mais des questions au cœur véritablement de ce qui fait notre socle et notre pacte et ce qui nous détermine. Et c'est un des souvenirs marquants, car il avait évoquer cette question. Donc vous n'êtes pas favorable au mariage homosexuel? En tout cas, pas à la question posée de cette manière-là. Demandons-nous ce que nous voulons atteindre comme objectif, alors nous saurons répondre aux questions. Eh bien, nous terminerons sur cette belle leçon politique tirée du livre d'Esther, et je vous rassure, c'est tout à fait conforme au texte. Marianne Monchamp, secrétaire d'État en charge de la cohésion sociale et de la solidarité, merci d'avoir été l'invité de notre grand entretien, un grand entretien que vous pouvez retrouver d'abord sur YouTube dans l'après-midi et puis ensuite sur le site de notre station
www.radio-rcj.info. Bon dimanche à tous.